Aujourd'hui, notre budget n'est malheureusement pas encore atteint. Par conséquent, nous n'avons pas peur de dire que la rébellion est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie d'André Possokov. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bergerot. Merci André Possokov, de me recevoir. Mais merci d'être venu monsieur. Vous êtes diplômé de Sciences Po, aujourd'hui expert comptable. Après votre ouvrage « Immigration, l'épreuve des chiffres », voici le dernier « Immigration, l'heure des comptes » que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Donc 2 ouvrages à la suite sur l'immigration. André Possokov, pourquoi cet intérêt si prononcé pour l'immigration en France ? Eh bien, pour 2 ou 3 raisons principales. La première, c'est que moi, je suis fils d'immigrés. Mon père est arrivé en 24 de la Russie, a été naturalisé en 53. La deuxième chose, c'est que mon patriotisme s'est insurgé face à l'arrivée de plus en plus massive et l'occupation que l'on constate de plus en plus dans beaucoup de villes, maintenant dans la campagne et même dans des banlieues assez riches. La troisième chose, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour Polémia et j'ai beaucoup travaillé sur les chiffres puisque je suis expert comptable par nature, je suis intéressé par les chiffres et j'ai souhaité faire un document sur les comptes en 2014 sur le coût de l'immigration à l'époque et j'étais arrivé à un chiffre de 85 milliards que moi-même je ne trouvais pas suffisant. Et parce qu'il y a eu dans l'historique de ce coût de l'immigration, plusieurs personnes qui sont beaucoup occupées. Pierre Minos, qui est décédé il y a quelques semaines. Jean-Paul Gourevitch. Il y a eu Jean-Paul Gourevitch, il y a eu Lolland, Le Gallou s'en est mêlé sur la base de ce qu'avait fait l'économiste Allais. Et puis, il y a eu Gérard Pince, qui a fait un travail d'économiste. Et chacun a eu ses propres méthodes, ses propres choix, en arrivant à des résultats que personnellement, même le mien, je trouvais insuffisant. D'autant plus que toutes ces études remontent à une dizaine d'années et que depuis, nous assistons à un déferlement. Et ce déferlement a été très bien décrit au strict plan littéraire par un ouvrage de M. Lévesque, La déferlante, et je crois que le terme est juste, c'est une déferlante. Il faut savoir ce que ça coûte et dans quelle mesure cela pèse sur les finances publiques et sur la nation et sur la richesse des Français. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, André Possokov, est-ce que vous avez rencontré des obstacles pour écrire, pour trouver des chiffres, pour réaliser cet ouvrage ? J'ai travaillé sur Internet, donc j'ai travaillé sur ce que je trouve dans Internet. Il faut voir qu'il y a dans la structure des statistiques françaises, et c'est même critiqué par une démographe comme Michel Trébala, de très grosses lacunes. Jamais on ne s'est intéressé au coût de l'immigration. Jamais on ne s'est intéressé réellement à savoir combien il y a d'immigrés clandestins en France. Et même, on sait, j'ai un document, que c'est une décision politique. Non. On ne s'en occupe pas. Et on ne sait pas combien il y a de binationaux. C'est extrêmement grave. On n'arrive pas à savoir combien il y a de Roms. Et quelle catégorie d'hommes ? Parce que des Roms, il y a plusieurs catégories. Et il y a ainsi beaucoup de cas où l'on n'a aucune information qui était trouvée. Au point de vue chiffre, l'INSEE est souvent critiquée. Elle est parfois approximative. Mais moi, j'y ai trouvé beaucoup d'informations, même s'il n'y a pas d'informations ethniques, d'informations par origine de pays et de continent et par catégorie socio-professionnelle. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et je n'ai jamais voulu me démarquer de l'INSEE parce que je ne peux pas les piocher à gauche et à droite. Mais il y a quand même des choses surprenantes et je finirai là-dessus. Il y a, entre ce que disent certains et surtout ce que dit l'INSEE, parfois des fossés de chiffres.
Et par exemple, si on regarde la documentation de l'INSEE, concernant les Chinois, ils disent qu'il y a à peu près 150 000 immigrés et descendants d'immigrés. En fait, on approche le million. On approche le million. Alors c'est vrai qu'il y a eu des couches successives depuis la guerre de 14, des naturalisations, etc. Mais ce n'est pas l'information qu'on a. L'INSEE dit qu'il y a 2 millions en France de subsahariens. Jean-Paul Gourevitch dit 5 millions. Qui a raison? Mais Gourevitch connaît son sujet. Le problème, c'est un gap de 3 millions. Et ce gap, personne ne fait le rapprochement. Pourquoi? C'est à l'INSEE de le faire. Concernant les clandestins, André Possokov, on sait que leur nombre a considérablement augmenté après la chute du régime de Moammar Kadhafi. Lui-même l'avait annoncé quelques jours avant sa mort. Vous verrez, si mon régime tombe, l'Afrique déferlera sur l'Europe. Et vous, sur les clandestins, vous dites qu'il s'agit aujourd'hui d'une véritable traite humaine. Absolument. J'aurais jamais pensé qu'un jour je dirais du bien de Kadhafi. Mais ce que vous dites est la vérité. Il y a actuellement, j'ai fait le calcul, nous pouvons en parler, j'arrive à peu près, j'arrivais dans le livre, à peu près 1 300 000. Selon, en appliquant la règle de 3 fois les gens qui perçoivent la ME, procédé que l'on trouve dans un rapport de 2018 sur la Seine-Saint-Denis. Si on prend 335 000 en 2019 personnes qui perçoivent la ME, on multiplie par 3, puis il y a une incertitude de 4, on arrive à 1 200 000. Plus 100 000, Mayotte, la Guyane. On ne maîtrise rien. Le parlementaire que j'avais interrogé au téléphone disait, et sans que je le sollicite, c'est le flou le plus complet. Aujourd'hui, perçoivent la ME 369 000. Vous multipliez par 4, vous rajoutez 100 000, vous arrivez à 1,5 million. Ça pourrait être beaucoup plus. C'est à peu près 2 milliards la ME aujourd'hui? Non. De la dépense de la la dépense, ce n'est pas 2 milliards, c'est le chiffre que l'on sort, c'est à peu près 1 milliard. Mais il y a une députée qui s'appelle Madame Louvagie, qui a fait une étude très récemment, en 21, et qui arrive, elle, parce que derrière la ME, il y a une foultitude de petites rivières qui amènent de l'argent, et on arrive au double fonds. Ou pas? Comment? On arrive au double? Elle arrive à 1,5 million. Ouais. Mais il faut savoir... 1,5 milliard, ouais. Pardon, 1,5 milliard. Elle arrive à 1,5 milliard. Mais sur 12 petites rivières qui approvisionnent, elle n'a réussi à ne calculer que la moitié. Donc c'est encore plus. Mais il y a pire, c'est qu'il n'y a qu'une fraction très faible, enfin relativement faible, les 369 000 des clandestins, qui se font soigner, parce qu'ils ne veulent pas se faire repérer, parce qu'ils ne veulent même pas se déplacer. Et il y a une étude de Médecins du Monde qui dit qu'il n'y en a que 15% à peu près qui ont un suivi médical. Si on fait le calcul, on dépasse largement les 2 millions. Je ne le dis pas dans le livre parce que c'est très aventuré. Mais il faut savoir que c'est un chiffre énorme et que ce chiffre ne peut que grossir. De plus, le nombre de clandestins dans le 93... Le directeur de l'immigration du ministère, à l'époque en 2018, et le préfet, avait dit que le nombre de clandestins, puisqu'il y a Roissy, ils ne les maîtrisent pas. C'était entre 150 000 et 400 000. Mais donc ils ont retenu le chiffre le plus petit. Oui, je les ai suivis, je sais. Mais si vous prenez 400 000, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Et puis, il n'y a pas que le 93. Le Val d'Oise, il faut lire le livre de Pupponi, puisque Pupponi a été maire de Sarcelles. Socialisme, il faut lire le livre. Mais la lâcheté de la préfecture du Val d'Oise et le problème du Val d'Oise, c'est les mêmes que dans le 93, sauf que dans le... la lâcheté de la préfecture, c'est la lâcheté surtout du ministre de l'Intérieur et des présidents qui... parce que le préfet, Pupponi, il est là, c'est un fonctionnaire, le préfet. Je veux bien, mais Pupponi s'adressait au préfet, il parle de la lâcheté de la préfecture. On observe de toute façon, depuis des décennies, une augmentation en France des entrées légales, que ça soit sous des gouvernements de droite comme de gauche. Moi, je me souviens quand M. Sarkozy est arrivé en 2007 au pouvoir, il avait augmenté à 200 000 entrées légales. Je crois qu'aujourd'hui, on approche... 270 000. Bon, voilà. Hors asile. Comment vous expliquez cet unanimisme sur l'immigrationnisme de droite comme de gauche?
L'immigration que nous connaissons a débuté, alors il y avait eu une émigration auparavant, a débuté sous Pompidou lorsque les patrons ont demandé au président Pompidou de faire entrer des immigrés pour avoir des salaires plus à leur portée. Donc il y a une origine qui est celle des patrons. La deuxième chose, c'est que il y a eu le regroupement familial, qui a plusieurs formes. Si on rentre là-dedans, il y en a pour des heures, et encore, il faudrait s'en tirer. Mais ce regroupement familial, ça a été la maladresse de Giscard d'Estaing et de Raymond Barre, et l'organisme qui a décidé, c'est le Conseil d'État. Et le rôle du Conseil d'État, dans toutes ces affaires d'immigration, aura été absolument décisif, mais dans tout à fait d'autres domaines. C'est terrible. Et le regroupement familial a amené une immigration familiale qui, sur les 270 000, 272, 277 000 aujourd'hui, représente 90 000. Donc c'est quelque chose de considérable, parce que derrière, il y a les enfants. Or, les enfants ne sont pas décomptés, puisque dans l'immigration légale, on leur donne un titre de séjour. Mais les enfants n'ont pas besoin de titre de séjour. Et on ne sait pas combien il y en a. Alors j'ai fait un calcul très, très prudent, mais il y en a beaucoup. Il faut voir que... Alors, derrière, il y a évidemment toute la gauche. Et la raison de la gauche des gauchistes, c'est qu'ils attendent de l'immigration qu'elle leur donne des troupes qu'elle n'a plus, avec la classe ouvrière qui votait... Qui vote Front National. Est-ce que tous votent dans le... mais qui votent beaucoup. Ou Mélenchon. Ou Mélenchon. Et même Mélenchon, parce que Mélenchon est le représentant type de ce gauchisme pro-immigration et pro-islamiste. Mais là, ils ont perdu la classe ouvrière. C'est cette organisation socialiste, Terra Nova, reliée par le Conseil d'État. Les socialistes, autrefois, étaient du côté du peuple. Aujourd'hui, les socialistes, ils veulent qu'on dise qu'ils sont socialistes, ils veulent qu'on dise qu'ils sont de gauche, quoi. C'est un peu plus... Mais ils ont constaté que ce que pensait être le peuple ne votait plus pour eux. Et... Venons-en, s'il vous plaît, André Possokov, aux chiffres. Votre étude porte donc sur, qu'on soit clair, les immigrés directs nés à l'étranger, naturalisés ou non, et sur les immigrés de la première génération. Tout à fait. La première partie de votre ouvrage donc porte sur le solde entre contributions et dépenses de ces populations immigrées dans les finances publiques en 2019. Donc, les immigrés sont-ils un coût ou une richesse pour la France ? Je ne prendrai pas le problème sur le terme de coût qui a été trop utilisé. Dépenses. Je prends le problème sur un plan comptable. Oui. Je fais un compte de résultat ou un bilan, étant entendu que le résultat d'un bilan, lorsque le comptable est bon, est le même que celui du compte de résultat. Donc je prends d'un côté les dépenses, oui, mais actif, passif, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le terme bilan, il n'y a pas d'actif et de passif. Il y a des dépenses et il y a des recettes. Ouais. Les recettes, c'est quoi ? Ce sont essentiellement les impôts, des chiffres importants que payent les immigrés, mais il y a des réfactions, ils touchent surtout les tiers moins que la moyenne. Et puis, il y a les cotisations sociales, mais qui ne payent pas beaucoup. Ils payent surtout des cotisations pour les retraites, enfin, c'est ce qui est à leur charge, surtout pour les retraites. Et puis, ils ont des dépenses. Alors, il y a les dépenses sous forme de prestations sociales, de dépenses de nature sociale, le logement, ils sont très présents, où il y a l'éducation, il y a la politique de la ville. Et tout ça fait des sommes évidemment considérables qui arrivent à un premier sous-total dont les tiers, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas européen, pour faire court, portent la plus grosse partie. C'est 86 milliards, j'ai trouvé dans votre ouvrage. 86 milliards au total, mais répartis entre les tiers et les Européens. Les chiffres des Européens étant beaucoup plus faibles, forcément. Et donc puis, 86 milliards, ça représente la dépense sociale. Ça représente le résultat des dépenses, des recettes et des dépenses directes. Alors, je ressors mon total. Autrement dit, c'est un premier résultat. C'est un premier résultat. Et puis, j'y ajoute également les dépenses des collectivités locales, qui font beaucoup. Or, dans les précédentes études,
Bon, ça, on en parlait, mais on n'en a pas énormément parlé. Ce sont des chiffres importants, hein, j'arrive à 40 milliards. Hein. Et il faut voir que les collectivités locales, d'une manière pas très maîtrisée, parce que c'est du pointillisme, apportent beaucoup à l'immigration, sous forme de crèches, sous forme de cantines, sous forme de petites sommes que l'on verse. C'est beaucoup. Et cela s'ajoute aux précédentes dépenses. Et puis, j'ai intégré des dépenses de nature étatique. Gérard Pince avait intégré toutes les dépenses étatiques en disant ils en profitent. Moi, je pense que c'est aller trop loin. Il avait pourtant fait un travail d'économie. C'est aller trop loin et par conséquent, j'ai pris un certain nombre de dépenses de nature étatique et alors ça n'arrive pas à un chiffre très important, mais que je mets en proportion de leur présence dans la démographie française, que je mets à leur charge. Mais par exemple, il y a un problème qui est posé. La défense, est-ce qu'il faut la prendre comme une dépense à proportion des émigrés, à la charge des émigrés ou pas? Il est clair que s'il y avait une guerre, on défendrait tout le monde, y compris ceux qui disent bon, je ne l'ai pas fait parce que c'est quand même un sujet délicat. Mais cela avait été réclamé et je pense qu'auparavant, on n'en prenait pas assez. Vous avez également calculé le coût global de l'accueil des immigrés. Alors vous comptez l'école, le logement. Pourquoi la police d'ailleurs? Parce qu'il y a il y a l'accueil, il y a l'immigration régulière, il y a l'asile, il y a l'immigration irrégulière et il y a des sommes communes. La police, parce que la police s'occupe de tout ce qui est immigration irrégulière et de tout ce qui est également asile. Mais il régule. Parce qu'il y a un autre chapitre, une autre partie, où la police est citée, le chiffre est calculé, mais parce qu'ils font de la répression. C'est pas la même chose. Et les chiffres de la police sont importants pour l'accueil. Police, école, logement, moi j'ai trouvé 11,63 voilà, tout milliards. à fait. Au total, pour l'accueil. La Cour des comptes, elle sort un chiffre de 6 milliards. Mais il faut voir qu'il y a pour 2 milliards d'éducation, puisqu'il y a des classes spécifiques pour apprendre le français. Il y a un hébergement qui a un désordre, une confusion sans nom. 1,4 milliard. L'ESCI, qui est le patron de l'OFII, dit 3 milliards. J'ai pris le chiffre le plus prudent. Ce sont des sommes considérables. Total, c'est le chiffre que vous avez cité, 11 milliards. L'arrivée des immigrés sur notre territoire entraîne aussi, dites-vous, une perturbation de certaines institutions. Vous les nommez, la justice, l'administration pénitentiaire, les forces de l'ordre. Là encore, à combien s'élève le surcoût de ces institutions chargées de faire face à l'afflux? Alors, je n'utilise pas le terme surcoût, je m'en méfie beaucoup. Mais, parce que je pense que c'est un autre travail, lié, mais un autre travail. Mais la partie imputable aux immigrés, notamment aux immigrés tiers, représente le chiffre que vous avez. Alors, je vais citer le pénitentiaire, si vous me laissez le temps. Dans le pénitentiaire, on a d'excellentes, le ministère, le garde des Sceaux produisent des calculs, des chiffres de la présence immigrée ou française d'ailleurs dans les prisons. Les étrangers, c'est 23%. Il n'y a pas que les étrangers. Il y a aussi ceux qui étaient étrangers et qui ont été naturalisés ou les descendants d'immigrés. Et en fonction des calculs démographiques que j'ai fait une extension. Et j'arrive à 65%. Alors que certains disent qu'il y a dans les prisons 70 à 80%. Il y a un problème, parce que ce qu'on appelle européens, c'est par exemple les Roms. Ce sont les Kosovars, ce sont les Albanais. Ce ne sont pas les Hollandais. Encore, j'aimerais parfois voir la tête qu'ont les Hollandais. Mais à partir de cela, j'arrive à des chiffres assez considérables, plus faibles pour la justice, parce que la justice donne un chiffre d'étrangers sur les sentences rendues. En réalité, il faut prendre un chiffre des étrangers, mais on ne l'a pas sur les affaires qui sont traitées. Parce qu'il peut y avoir des condamnations ou pas. Et à partir de ce moment-là, il faut bien voir que la justice, et j'avais un article, je crois qu'il sortait de la Cour des comptes du Conseil d'État et qui avait repris Boulevard Voltaire, qui disait que la justice était écrasée par le contentieux des étrangers et de l'immigration. Est-ce que le poids... Alors, ce n'est pas un terme de perturbation.
C'est un terme de suroccupation. Est-ce que le poids de ces populations immigrées dans les délits est proportionnellement supérieur à celui des populations d'origine? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Il y a le ministère de l'Intérieur produit des statistiques extrêmement intéressantes, et notamment des petits camemberts, où on dit, ben voilà, le nombre d'étrangers qui commettent tel délit, c'est tant. Et je fais la extension. Et il y a des délits pour lesquels c'est 80% d'immigrés extra-européens qui les commettent. C'est pas toujours vrai. Par exemple, pour les vols de voitures. C'est moins les tiers que les Européens. Encore que les statistiques doivent varier d'une année à l'autre. Mais la proportion est énorme. La proportion se monte à 30-40%, et dans le cas dont je viens de vous parler, jusqu'à 80%. Les populations immigrées sont également concernées par certaines activités clandestines. Vous les listez, les activités criminelles, les fraudes, l'économie informelle, c'est tout ce qui peut être le trafic de drogue. Sur la fraude, vous le citez, le magistrat Charles Prats avait lancé l'alerte sur le poids qu'elle représente, cette fraude pour les finances publiques. Est-ce que les populations immigrées ont tendance à être plus dans la fraude que les autres? Elles ont tendance à y être. Plus, c'est ce qu'on ne sait pas. Parce que la fraude... Alors, nous parlons de la fraude sociale. Oui. La fraude sociale, il y en a deux. Il y a la fraude aux cotisations. Et la Cour des comptes, avant Charles Prats, avait soulevé en 2012, ça avait été repris par un député, en citant le chiffre de 24 milliards. À quoi la COS, qui est l'organisme de collecte, a dit non, pas du tout, c'est 8 milliards. Moyennant quoi, on a deux institutions républicaines qui sont en désaccord pour des montants extrêmement importants. Mais par contre, la prestation... Alors, moi, dans mon calcul, j'ai pris, puisqu'il y a des lits, la proportion de la justice, 44%. Mais je n'ai aucune autre information. Je prends un chiffre, c'est le calcul sur la justice. Par contre, Charles Prats s'est relativement un peu intéressé, il s'est relativement peu intéressé à la fraude aux cotisations. Il s'est surtout intéressé à la fraude aux prestations. Alors là, il faut lire évidemment ces deux livres qui sont accablants. Et on arrive à des chiffres également, à des chiffres importants. Alors simplement, combien ? Jean-Paul Gourevitch, dans ses études précédentes, disait un tiers. Et j'ai pas plus d'informations, sauf celle du magistrat Charles Prats, qui dit que des policiers, des douanes, enfin des policiers des frontières, avaient dit que lorsqu'on leur donnait un papier, il y avait un tiers de faux. J'ai pris un tiers. Je ne mettrai rien à couper. Ça veut dire qu'il pèse lourdement. On sait que parmi ces populations immigrées, il y a beaucoup de personnes qui envoient de l'argent au pays pour aider ceux qui sont restés là-bas. Cela représenterait, selon vos calculs, 8 milliards et demi d'euros. Donc c'est 8 milliards et demi qui échappent à l'économie française. Comment est-ce qu'on peut inciter ces personnes à garder leur épargne en France? Alors les 8 milliards, c'est pour les tiers. Le chiffre officiel, c'est 12 milliards. Mais certains disent beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des transferts officiels, donc les 12 milliards en question, mais aussi les transferts officieux. Et l'ancien directeur de la DGSE, qui avait fait une intervention à Res Publica, le think tank de Chevènement, avait dit ça fait le double. Donc on peut arriver, encore qu'il n'était pas très clair là-dessus, mais on peut arriver à 12 multiplié par 2, 24 milliards. Cet argent s'en va. Il est extrêmement important pour les pays africains, aussi bien d'Afrique noire que du Maghreb. Par exemple, sur le Maroc. Ça représente plus parfois que les investissements étrangers. C'est vital pour eux. Il y a une solution. Alors, elle n'est pas facile. Je dis, il est facile de dire il y a une solution. Mais il faut discuter avec eux et exiger un certain nombre de choses, notamment concernant les expulsions. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on leur envoie leurs ressortissants expulsés. Ils ne veulent pas donner cette fameuse lettre LPC il faut leur dire très bien, on vous interdit, on coupe
les transferts de fonds. À partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus grave que pour eux, parce que nous, 12 milliards, sur l'ensemble, sur un PIB de 2,4 milliards, 2,450 milliards, c'est pas énorme. Pour eux, c'est vital. Personne n'a eu le courage et la volonté de faire cela. Mais comment couper les transferts officieux ? Et ce n'est pas facile. Ils jouent beaucoup par compensation, évidemment. J'avais vu une vidéo où on voyait très bien comment ils faisaient. Ils faisaient par compensation. D'ailleurs, la compensation a toujours existé. Ça existait au Moyen-Âge entre les Juifs et les gens du nord de l'Italie. Mais comment arrêter cela ? Mais si on le veut, on peut arriver à les mettre en difficulté et à voir ce que nous exigeons. En matière d'emploi, il y a le ratio emploi-chômage qui est, vous l'expliquez dans votre ouvrage, André Posokov, plus mauvais pour les descendants que pour ceux de la première génération. Oui. Pourquoi ça ? Je n'ai pas une réponse immédiate. C'est la mentalité. Je pense que les patrons préfèrent engager des gens qui viennent d'arriver, qui sont plus facilement manipulables que des gens de la première génération, c'est-à-dire les enfants, ou des enfants de la deuxième génération, c'est-à-dire les petits-enfants, lesquels disent toujours que pour eux, la charia et l'islam, c'est bien au-dessus de la République. Ces gens-là posent des problèmes et les ratios sont très en leur défaveur. C'est très clair. Et c'est peu connu, c'est peu dit, mais c'est quand même important concernant l'assimilation et même l'intégration. Ces gens-là travaillent moins. Il faut bien voir aussi que dans le cas de l'immigration clandestine et des clandestins, l'exploitation de ces clandestins est parfois scandaleuse. Et je reviens sur le terme de traite. Mais c'est une traite droit de l'homiste. Les apports nets des immigrés extra-européens, parce qu'il y en a quand même, c'est dans quel domaine, ça représente combien ? Les apports nets des immigrés extra-européens. Ce sont les impôts et les cotisations. Dans les immigrés tiers, les contributions sont environ de 61 milliards. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dresser une conclusion un peu, André Posokov, parce qu'on est déjà un peu en retard. Est-ce que vous pouvez nous dresser en 2-3 phrases une conclusion sur le résultat de vos travaux ? Eh bien, pour moi, le résultat est un résultat chiffré. C'est que le total du coût, enfin pas du coût net, mais le résultat pour les immigrés tiers est déficitaire de 193 milliards. Et pour l'ensemble des immigrés, compris les emprunteurs, 255 milliards. Ça ne représente que 10% du PIB. Si on prend 40 milliards, ça fait moins de 2%. À votre avis, lorsqu'on voit les rues dans la région parisienne ou au Kremlin-Bicêtre, qu'est-ce qui vous semble le plus probable ? C'est 10% ou 2%. Il faut rajouter d'ailleurs au montant que je viens de vous dire, le problème de l'économie informelle, qui est un problème crucial sur lequel il y a un spécialiste, c'est Jean-Paul Gourevitch. C'est lui qui a dénoncé ça dans plusieurs livres. Comment ? Le black. C'est plus que ça. On peut aboutir, c'est dans le livre, à une partition économique. Je pense qu'un jour, PACA sera menacé. Partition économique. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le black. Il y a l'islamo-business. Il y a tous les trafics possibles et imaginables. Ça se trouve dans son livre. La partition économique et peut-être pourquoi pas un jour la sécession, comme l'avait annoncé l'ancien président Hollande dans cet ouvrage de 2 journalistes du Monde. Un président ne devrait pas dire ça. Je pense qu'il faut citer. À mon avis, c'est encore plus grave. Parce qu'une sécession, ça peut se réprimer. Ça peut se changer. C'est Xavier Hofer qui dit, attendez, moi je fais mon affaire des voyous. Il n'a pas dit la sécession, mais des voyous. Tandis que lorsqu'il y a des réseaux économiques, ça devient beaucoup plus compliqué. Et moi, je suis persuadé que nous nous engageons dans cette voie-là. Immigration, l'heure des comptes, c'est aux éditions Synthèse Nationale à retrouver sur la boutique officielle. C'est une somme, c'est un travail très complet. Merci, monsieur, d'être venu sur notre plateau. Merci, monsieur Bergeron.